Heureux de vous retrouver encore, chers internautes, ce samedi dans l'émission L'heure du droit sur votre web Radio Djenan, disponible sur le www.radio.djenan.info. Et surtout, n'oubliez pas d'aller liker notre chaîne TV Djenan.info pour ne rien manquer des vidéos que nous mettons en ligne. Période électorale au Togo et bien évidemment, les craintes quant aux violences sont encore diverses dans les esprits. Si les dernières échéances électorales en Afrique de l'Ouest et particulièrement au Togo se sont déroulées de manière pacifique et librement, divers actes de violence ont pu cependant se produire. Quelle est la nature de ces violences et que faire pour l'éradiquer au Togo alors que nous sommes de plein pied dans le processus électoral pour le scrutin présidentiel de cette année prévu pour le 22 février prochain. Nous avons l'honneur de recevoir pour vous Madame Dado Nora Noviekou Douanet. Attendez par là, West African Network for Peace Togo, en français ça sera le réseau Ouest Africain pour la paix branche du Togo. Elle est la coordinatrice nationale et avec elle nous allons partager son expérience de la culture de la non-violence avant, pendant et après les élections. Madame Dado Nora, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous portez? Bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et le micro, présentation, c'est moi, Eli Eric Modeste Kofiatiko, votre humble serviteur. L'heure du droit, nous rentrons de plein pied. Elle est du WANEP. Nous allons lui poser la question de savoir c'est quoi ce réseau, c'est quoi le WANEP, le West African Network for Peace, le réseau Ouest Africain pour la paix. Madame Dado Nora, le WANEP, c'est quoi? Vous faites quoi concrètement sur le terrain? Merci beaucoup. Alors, le WANEP est un réseau ouest africain pour l'édification de la paix, basé à Accra, au Ghana, et créé en 1998 par deux jeunes africains, un Ghanéen et un Libérien. Les deux, dans le temps, au regard des conflits qui minaient l'Afrique de l'Ouest, essentiellement Sierra Leone et Libéria, Côte d'Ivoire, se sont dit qu'il fallait mettre en place une communauté d'acteurs qui aideront à prévenir les conflits parce qu'ils se sont dit mais si des dispositifs existaient pour prévenir, on ne serait pas là en train de vouloir gérer. Parce que vous savez, quand un conflit naît et explose, la phase de la gestion est toujours compliquée. Et naturellement, la phase de la prévention est toujours mieux et moins coûteux. Et donc, ces deux jeunes qui aujourd'hui sont naturellement des grands adultes et qui sont aujourd'hui à l'international ont créé ainsi le WANEP et ça a commencé à Accra. Et après, ils se sont dit, mais en fait, la question du Sierra Leone ou du Libéria ou de la Côte d'Ivoire, en réalité, on voyait que la sous-région, il y avait une forme de contamination, si vous voulez, des questions sociopolitiques. Et dans une mesure donc préventive, ils se sont dit qu'il était bien de pouvoir installer ce réseau dans chaque pays de l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est comme ça que c'est parti. Et donc le WANEP Togo a été lancé en 21 juin 2002. Et donc le 21 juin prochain, nous aurons nos 18 ans d'existence. On dirait que vous êtes déjà majeur. C'est ça. Voilà. Donc nous avons 18 ans d'expérience, donc comme ça, dans les questions de prévention et de gestion pacifique des conflits. Et alors concrètement, qu'est-ce que nous faisons au Togo? Disons que nous sommes d'abord, nous suivons les lignes directrices du régional et qui a mis en place tout un programme pour non seulement prévenir, mais aussi gérer au cas où la prévention n'a pas marché ou si il y a eu des situations qui n'ont pas été maîtrisées. Et donc, dans cette logique, nous avons des programmes, comme le programme Éducation à la paix, qui fait essentiellement dans l'information, dans la sensibilisation, dans la conscientisation en tout cas, sur les questions liées à la paix, par exemple la tolérance, le pardon, comment ça doit se vivre, les questions de non-violence, concrètement ça veut dire quoi? Quels sont les fondamentaux de la non-violence? Quelles sont les bases ou les principes de la non-violence? Donc, dans le programme éducation, c'est vraiment éduquer à devenir un artisan de paix. Parce que ne deviens pas un artisan de paix qui veut. Non, c'est tout un travail. Et ce n'est pas non plus une question d'une journée, c'est tout un processus. Et pour ça, oui, il faut des programmes pour enseigner la paix, si vous voulez. Et pour ça, nous faisons beaucoup de formations. Nous faisons beaucoup de formations à n'importe quelle cible, les enfants, les jeunes, les femmes, les acteurs politiques aussi, les acteurs étatiques comme les ministères. Parce qu'en fait, la paix est une thématique qui en réalité est transversale.
Et même dans les systèmes éducatifs, oui, il est important de pouvoir voir dans quelle mesure intégrer les valeurs de paix dans les curriculums scolaires. Donc ça, c'est l'un des programmes. Vous avez le programme Alerte précoce et prévention des conflits, sous lequel nous faisons tout ce qui est veille citoyenne, qui prend en compte aussi la veille électorale. Vous avez aussi dans ce programme tout ce que nous appelons alerte précoce, qui nous permet d'anticiper sur des situations dans les meilleurs des cas. Sinon, à la limite, c'est de les réduire ou réduire le risque des incidents. Vous avez aussi le programme d'implication des femmes dans la consolidation de la paix, que nous appelons généralement le programme WIPNET, qui est un programme qui invite les femmes de n'importe quel secteur à s'engager sur les questions de paix ou sur les questions de résolution pacifique de conflits. Donc dans nos communautés, il y a généralement des problèmes. Souvent, oui, on voit plus les hommes, mais souvent les femmes aussi ont, un poids à donner, une contribution à faire. Et pour ça, oui, il faut les former. Parce que, comme je l'ai dit tantôt, la paix, ça s'apprend. Et pour ça, il faut avoir les techniques, par exemple, de négociation, techniques d'analyse d'un conflit. C'est vraiment aussi de la science. Et pour ça, toutes les couches sont appelées à être formées dessus. Et donc, nous ne négligeons pas non plus les femmes qui représentent en tout cas une majorité de la population. Et donc, elles sont formées pour que dans leur communauté, elles puissent aider à résoudre les conflits. Et donc, sur ce programme, nous avons des actions avec les femmes parlementaires, les femmes ministres, mais aussi les femmes de la société civile. Nous allons même jusqu'à vers les femmes des marchés, parce que c'est aussi un monde où il y a plein de conflits. Donc, on les apprend à mieux intégrer les valeurs de paix, à avoir la paix entre eux et les clients, entre elles et les clients, mais aussi la paix dans leur foyer, dans leur maison. Donc, disons que nos actions vont à tous les cibles. Toute personne qui pense qu'il est intéressé à créer un environnement favorable, nous faisons des actions vers ces personnes-là. La paix, c'est le credo du WANEP dont vous êtes la coordinatrice nationale et vous l'avez dit, vous travaillez avec les classes politiques mais aussi les populations à la base. Et donc là, nous sommes de plein pied dans le processus électoral. La campagne électorale elle a déjà commencé ici au Togo pour les élections présidentielles du 22 février prochain. Dites-nous, généralement au Togo et en Afrique, mais pas plus particulièrement au Togo, lorsqu'on est à l'approche des élections, comment se présente la situation de paix et de non-violence au Togo et surtout à l'approche du scrutin présidentiel? Merci beaucoup. Alors, généralement en Afrique, on le sait, quand on dit élection, souvent ça rime avec violence, le plus souvent. C'est vrai aussi que depuis un moment, chaque État, chaque acteur essaie de faire des efforts pour quand même réduire le taux de violence en période électorale. Et nous, essentiellement aussi, nous nous engageons à ce que, en période électorale, que les questions de conflits électoraux soient minimisées. Ça veut dire qu'en amont, nous essayons en tout cas d'enlever tout ce qu'on peut enlever comme éléments pouvant entraîner des frustrations. Nous attirons l'attention des acteurs, que ce soit politiques ou étatiques, et même de la base, pour que la paix soit conservée, consolidée en période électorale. Parce qu'en réalité, la période électorale n'est qu'une période parmi tout le processus d'un État. Et donc, en réalité, c'est en temps normal comme tous les autres temps. C'est juste que, oui, il y a plus de sensibilité, il y a plus d'enjeux, mais en réalité, la finalité ne devait pas être les violences. La finalité devait être pour chaque candidat la visibilité autour de son programme de société. Et c'est ça dont la population a besoin. La population a besoin de savoir pourquoi il doit choisir X ou Y. Il veut savoir quel est le meilleur programme. Elle veut savoir qui offre en fait le meilleur programme pour les 5 prochaines années à venir. Son meilleur, c'est-à-dire le bien-être de la population, voilà. Celui qui Donc, offre plus. C'est en ça que la population, en réalité, après avoir écouté les uns et les autres durant la période des campagnes, justement, pourra faire son choix le jour du scrutin. Mais généralement, ce que nous constatons, c'est que ce soit au Togo ou ailleurs dans la sous-région, c'est qu'en période de campagne, qui en réalité est dédiée pour faire de la lumière sur les programmes de société, on voit des candidats
qui en fait prennent le plaisir de s'attaquer à d'autres candidats, de tenir des propos haineux, de tenir des propos qui divisent. Et ça, je pense que c'est un travail que les candidats doivent davantage faire en corrigeant ces comportements qui en fait n'aident pas le pays ou la sous-région. Et donc si on revient au Togo, oui, nous avons observé ou contribué, vous faites le monitoring de tout le processus depuis 2007. Nous avons commencé depuis 2007 à s'intéresser aux questions électorales. Et dans notre parcours, il nous est arrivé de faire la veille et de noter qu'en réalité, les violences verbales, par exemple, sont très très élevées en période électorale. Les gens prennent du temps à s'insulter, à se dénigrer, alors qu'en fait, la population veut écouter les programmes de société. Et si les candidats, effectivement, ou vraiment ont le souci de la stabilité de ce pays, je crois qu'ils doivent s'engager pour ces campagnes qui sont en train de se dérouler là. Ils doivent s'engager davantage à parler d'eux et non des autres. Parce qu'en fait, on n'a pas besoin de parler des autres, on a besoin de parler de soi. Et donc, chaque candidat doit se dire, il est là pour gagner l'électorat. Mais pour gagner l'électorat, il faudrait le convaincre. Et non dénigrer... s'attaquer à l'autre. Non. Il doit pouvoir convaincre l'électorat pour que le 22 février, le citoyen qui ira faire son choix puisse le faire en âme et conscience, puisse le faire de manière responsable. Et parce que oui, il a eu 7 candidats qui sont passés, il a eu à apprécier, à comparer et finalement il a fait son choix. Et donc essentiellement, s'il y a un message à passer aux candidats, c'est par exemple réduire au maximum les violences verbales. Les violences verbales, vous savez, c'est parfois anodin, c'est parfois banal, mais en fait le dégât que ça cause, personne n'arrive à le contrôler. Parce que juste un mot, la parole, si vous voulez, enfante. Et donc, si vous voulez un environnement favorable, ça dépend de ce que vous aurez à dire. Mais de la même manière, si vous voulez un environnement désagréable, il suffit seulement de prononcer des mots désagréables. Donc, ça va faire effet. Il y a un grand penseur qui dit les mots sont comme des fenêtres. Quand vous les envoyez, ça part. Il y a 2 formules. C'est soit des fenêtres, soit ça peut être des murs, ça peut bloquer. Ou ça peut s'ouvrir sur l'autre. Ça dépend de quel message vous envoyez dans la société. Et pour moi, les candidats, en fait, ils ont la lourde responsabilité de pouvoir passer ces moments de campagne-là de façon responsable. Ce n'est pas évident, ce n'est pas facile, mais ils ont ce devoir-là parce que oui, ils veulent devenir demain président de la République. Et pour diriger un pays, le minimum dont vous avez besoin, c'est que le pays soit stable socio-politiquement. Et donc, si vous ne, déjà en amont, vous ne travaillez pas à avoir un pays où les citoyens et les citoyennes ont un respect mutuel les uns pour les autres, je ne sais pas si vous devenez président, comment vous allez gérer les gens à renforcer l'unité nationale. Parce qu'après, en fait, il ne s'agit pas de dire je vais gérer ceux qui ont voté pour moi, mais vous allez diriger président de tout le Togo, par exemple. Et pour ça, il faut que les Togolais soient en harmonie les uns avec les autres et soient en communion fraternelle. Et pour ça, c'est déjà à préparer en amont. C'est pas quand vous viendrez au pouvoir d'abord, non. C'est déjà même dans les campagnes. Et donc, les candidats ont vraiment une responsabilité dans leur campagne. 1, de faire parler de leur programme. 2, de rappeler ou d'appeler au respect mutuel, à la tolérance et à l'unité nationale. Parce qu'après tout, nous n'avons que le Togo. En fait, c'est ça qui est essentiel aussi. C'est la paix, la stabilité du Togo qui nous engage et c'est ça qui nous fait être dans cette émission L'heure du droit. Aujourd'hui, nous parlons de la non-violence en période électorale, c'est-à-dire avant, pendant et après les élections. À vous suivre tout de suite dans votre développement, vous avez dit que tout part d'abord de ces candidats lors de la campagne. Est-ce qu'on pourra dire en quelque sorte qu'ils sont les auteurs de la violence en période électorale, puisque ça part d'eux, même si c'est X ou Y qui va détruire la marchandise de Adjo, mais est-ce qu'on dira en quelque sorte que ces candidats aux élections, mais ces politiques sont d'une part les auteurs de ces violences? Alors je dirais en partie parce que, oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous faisons le monitoring depuis 2007.
Et quand nous faisons nos rapports, ils ne sont pas les seuls acteurs en termes de responsabilité ou en termes de personnes qui entraînent la violence. Ils sont en partie responsables parce que oui, des propos que vous donnez aujourd'hui ou bien que vous diffusez dans la population peut entraîner des comportements négatifs qui vous échappent en réalité. Et quelque part, en termes de responsabilité morale, oui, vous devenez responsable parce que c'est vous qui avez introduit dans la société un certain nombre de schémas de pensée, un certain nombre de, si vous voulez, d'étiquettes. Et donc, vos militants, en fait, répondent de vous et vous êtes responsable d'eux. Et donc, vous êtes aussi responsable des actes qu'ils posent, même si vous n'êtes pas peut-être l'incitateur direct. Indirectement, en fait, vous êtes l'incitateur. Donc, c'est pour cela que les candidats doivent vraiment veiller à diffuser des propos responsables et à rappeler constamment aux militants un certain nombre de comportements citoyens. Parce que les candidats, vous savez, les militants, par moment, il y a aussi le zèle, la foule, de vouloir démontrer que oui, il est le supra-militant. Et donc, oui, dans l'émotion, il peut amener à faire des choses dont il n'a pas la maîtrise. Et c'est au candidat en amont de les préparer à se contrôler, à se maîtriser. Parce que une chose, c'est que quand vous êtes en foule, il y a l'effet du groupe. Il y a la foule. Donc, des fois, vous êtes amené à faire des choses dont peut-être seul, vous n'oserez jamais faire. Et pour ça seulement, les candidats doivent avoir dans leur programme cet élément, bien un moment de sensibilisation. Si vous voulez, en temps de sensibilisation à la paix, à la non-violence, c'est important. Et ça serait une suggestion que je vais faire pour ces 7 candidats, que durant leur campagne, de trouver un temps pour sensibiliser les militants. Il faudra aussi qu'ils fassent comprendre aux militants que les autres militants ont le droit de choisir leur candidat, de faire partie ou bien de militer pour d'autres partis politiques. Et donc, il ne faudrait pas que les militants trouvent d'autres militants comme des ennemis. Chacun est libre d'aller vers le candidat qu'il veut. C'est un choix libre et c'est un droit. On n'a pas les mêmes idéologies politiques, mais on doit vivre ensemble. On ne peut pas non plus avoir les mêmes idées, les mêmes idéologies, sinon ça serait trop morose. Il faut un peu de tout. C'est un peu, vous voyez, la beauté de l'arc-en-ciel, c'est en fait ça. C'est pas une seule couleur, mais c'est plusieurs couleurs qui donnent de l'harmonie. Et oui, les candidats, vous voyez, on n'a pas juste un candidat qui va à la présidentielle. Ils sont au moins 7. C'est comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Vous voyez, donc voilà, ça fait beau. Et donc, chacun doit tout simplement démontrer qu'il est le meilleur. Et pour démontrer qu'on est le meilleur, on n'a pas besoin de violence, on n'a pas besoin des propos haineux, on n'a pas besoin de trop de commentaires. On a tout simplement besoin de faire valoir la pertinence, c'est important, la pertinence de son programme. Maintenant, revenons sur la question des acteurs. Donc, je disais que oui, les candidats sont une partie des acteurs. Mais aussi, il faut reconnaître que parfois, oui, dans les militants, des fois, il y a des gens qui sont trop zélés, trop émotifs, si vous voulez. Faisant que des fois, ils ne contrôlent même pas leurs actes. Donc, les militants doivent savoir qu'ils ont une responsabilité. Ce n'est pas parce que vous êtes militant pour un candidat que vous allez empêcher d'autres personnes de militer. Non, non, non. Chacun est libre. Et donc, oui, en période électorale, les militants aussi sont parfois des auteurs de troubles. Oui, vous avez dans l'histoire de notre pays, il est arrivé des situations où des fois même ça quitte le champ des candidats, où ça va vers les forces de défense et la population. Ça aussi, c'est un élément, c'est un élément qui est là, qui a été noté durant les élections passées. Et pour ces élections de 2020, nous disons que rien ne vaut la vie. On n'a pas besoin de se battre pour un fauteuil présidentiel. On a peut-être besoin de débattre sur des idées, mais pas se battre parce qu'on veut arriver à la présidentielle. La présidentielle ou le fauteuil présidentiel, c'est la population qui dira à qui veut confier ce pouvoir. Voilà. Et pour ça, il est important que et les forces de défense et la population, qu'il y a aussi un respect mutuel, qu'il y a aussi, je dirais, une collaboration. Parce qu'après tout, chacun joue seulement son rôle. Et si chacun jouait bien son rôle, en réalité, il n'y aura pas de problème. Et donc, ça m'amène à dire aussi que les candidats aussi doivent veiller à ce que leurs militants respectent les forces de défense et de sécurité, parce qu'en période électorale, la FOSEP sera là pour encadrer. Ce sont des messieurs
qui ont laissé des familles pour venir assurer, servir. Et il est important de leur reconnaître ce travail-là citoyen. Il est important de reconnaître aussi que parfois des militants en abusent en envoyant parfois des propos qui s'y séparent. Vous savez, quand quelqu'un vient vous offenser, vous n'avez pas forcément peut-être toute la capacité de vous contenir. Et il est important donc dans cette logique-là que les militants aussi sachent que les agents de la FOSEP qui sont là, ils sont là pour faire un travail citoyen et eux, militants, ils ont un respect à donner à ces agents. De la même manière, les agents de la FOSEP doivent savoir aussi qu'ils sont envoyés pour un encadrement et pour ça, ils ont aussi le respect à donner à chaque candidat. Il n'y a pas de discrimination à faire. Tous les candidats doivent recevoir le même traitement. Et pour ça, je crois que le ministre de la Sécurité a pris les dispositions. Mais nous l'encourageons à veiller à ce que tous les candidats puissent avoir le même traitement parce que souvent, il y a des plaintes. Certains disent « Ah, ici, on ne nous a pas permis de faire notre campagne. » Déjà, certains commencent à en parler. Il faut que le ministre de la Sécurité, le ministre de l'administration territoriale et les préfets organisent les choses de telle manière que chaque candidat ait la possibilité de faire campagne là où il veut. Sinon, ça sera aussi sous une campagne sécurisée. Si on sécurise X candidats, il faut qu'on sécurise la caravane de Y également. Exactement. Sécuriser les caravanes de campagne de tous les candidats d'abord. Permettre à tous les candidats de faire campagne là où ils veulent. Il n'y a pas un lieu réservé pour un candidat. Les candidats ont le droit de circuler sur l'étendue du territoire comme le prescrit le code électoral. Maintenant que les dispositions soient prises et par les organes de gestion électorale ainsi que par les candidats, parce que des fois aussi les candidats ne signalent, certains ne signalent pas à temps. Ouais. Il faut aussi que les chargés de communication des candidats, je crois que c'est le moment où ils doivent bien jouer leur rôle en déjà informant à temps l'autorité compétente. C'est le commandement de la FOSEP pour la CENI. Afin que des dispositions soient prises. Il faut que tout se passe dans un ordre donné, dans un respect des tests, dans un respect mutuel. Et si chacun se dit « je jouerai ma partition », je pense que ça serait peut-être extraordinaire, mais oui, le 22 février va se passer sans violence. C'est possible, c'est pas utopique, c'est possible. C'est juste une question de volonté de part et d'autre. Et puis aussi dire que il ne faudrait pas que seulement un camp pense que c'est la responsabilité d'un camp. C'est la responsabilité partagée, collective de tout le monde. Qu'on soit de la société civile, qu'on soit acteur politique, ou qu'on soit de la CENI, ou de la Cour constitutionnelle, ou même des médias comme nous. Des médias, chacun a un rôle à jouer. Et comme dirait Monseigneur Barriga, que chacun fasse sa part. Que chacun fasse sa part, et bien. Et alors, vous qui êtes déjà sur le terrain, vous avez simplement abordé la question des violences verbales. Vous êtes sur le terrain, vous faites face à plusieurs violences. En dehors de ces violences verbales, quelles sont les autres violences auxquelles vous faites face? Et quand vous êtes en face, vous faites quoi concrètement, vous qui êtes au ANEP, ou alors vous qui êtes à ces organisations de défense de la paix? Comment est-ce que vous gérez ces violences souvent en période électorale? Il faut dire que ce n'est pas toujours aisé quand la violence explose de pouvoir la contenir. Ça, c'est déjà un premier point. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est pourquoi nous privilégions beaucoup des formations. La preuve, avant cette début d'année, nous étions déjà sur l'étendue du territoire en formant les agents des organisations à base communautaire à la communication non violente avec l'appui du PNUD. Nous avions eu à faire cette formation dans les 5 régions plus nommées et ça nous a permis de toucher environ 300 personnes. Et parmi ces 300 personnes, vous avez des femmes, des jeunes, des chefs traditionnels, mais aussi des conducteurs de taxi auto. C'est que nous avons touché un peu à toutes les couches à la base. Il y avait aussi des leaders religieux, mais aussi des agents de défense et de sécurité. Pour dire quoi? Il faut déjà préparer le terrain. Il faut amener les gens à comprendre que si nous devons intégrer les valeurs de la je dirais, avoir les outils nécessaires. C'est pour cela que cette formation de 3 jours ont été, d'abord de 4 jours, c'était un atelier national. Ensuite, il y avait des ateliers régionaux de 3 jours. Et tous ces ateliers ont donné en fait de la matière à ces gens-là
de savoir comment déjà à leur niveau, dans leur communauté, comment, je dirais, préserver la paix dans leur environnement. Et si vous voulez, ça va aider forcément ce processus-là qui est en cours parce que nous avons après installé des comités régionaux sur le territoire. Donc ce sont des personnes qui sont là dans leur communauté et qui sont disponibles à contribuer à l'apaisement, que ce soit question électorale ou pas, eux ils sont là pour apporter la paix dans leur communauté. Et maintenant, quand nous parlons d'élection, oui, nous avons notre mécanisme de veille qui a déployé sur le terrain avec le projet IMAM que nous avons lancé en septembre avec l'appui de l'Union européenne, qui est en fait un projet sous-régional, donc ce n'est pas seulement pour le Togo, qui coupe 7 pays qui ont des élections, dont le Sénégal, la Gambie et bien d'autres pays, et ainsi que le Togo. Il y a la Côte d'Ivoire également, je crois, en 2020. Voilà, donc c'est un projet sous-régional dont bénéficie le Togo avec l'appui de l'Union européenne. Et dans ce projet, par exemple, l'une des premières actions que nous avons eu à faire, c'est le déploiement des 20 moniteurs qui couvrent les zones à risque. Parce que vous savez, si vous voulez avoir de l'efficacité dans une action de prévention des conflits, c'est déjà identifier en amont les zones qui posent problème. Et aujourd'hui, nous, avec notre travail, nous avons à ce jour 25 zones à risque, 25 localités qui sont au Togo ou dans la sous-région? Non, au Togo. Et comment est-ce que vous déterminez ces zones à risque? Alors, c'est au regard d'abord de ce que nous donne nos rapports d'analyse sécuritaire, parce que notre mécanisme de veille ne concerne pas seulement les élections. C'est un mécanisme qui est là depuis 2013, que nous appelons le News National Early Warning System, qui nous permet... voilà. Ça va très vite en plus. Donc c'est le système national d'alerte précoce que nous avons depuis 2013 et qui nous permet, avec nos moniteurs qui sont répartis, ce sont des points focaux si vous voulez, qui sont répartis de Lomé à Daparon et qui sont dans leur communauté, mais ils ont des indicateurs à suivre, c'est-à-dire des éléments à suivre, à surveiller. Et s'il y a des soucis par rapport à ces indices ou à ces éléments sécuritaires, eux, ils remontent l'information par le biais d'une plateforme électronique. Et c'est toute une base de données qui génère des graphes et autres. Ça nous permet à la fin de l'année de pouvoir dire, sur l'année 2018, nous avons enregistré tel nombre d'incidents. Donc, tels sont d'ordre politique ou social ou économique. Même religieux. Voilà. Donc, c'est un système qui est là et qui est fonctionné dans tous les WANEP, dans tous les 15 pays, dans tous les bureaux WANEP. Et essentiellement pour les élections, nous avons renforcé l'équipe avec des indicateurs essentiellement liés à la violence électorale. Et donc, par exemple, si il y a des violences entre les militants, il y a un indicateur qui en parle, qui vous permet de le renseigner. S'il y a, par exemple, des irrégularités dans le système, dans le dispositif électoral, il y a un indicateur qui le renseigne. Alors, à quoi ça sert ces indicateurs? Déjà, en renseignant ces indicateurs, les moniteurs, en fait, sonnent l'alerte. Et l'alerte, quand ça arrive à l'équipe de coordination, ça permet d'activer la réponse. Comment activer la réponse? C'est simple. Nous nous approchons des acteurs compétents, capables de pouvoir adresser la réponse selon l'incident, je dirais, identifié. Par exemple, s'il y a des plaintes dans une localité, comme quoi il y a ci qui manque, il y a ça qui manque et que les gens veulent se soulever, déjà nous, on a les contacts des présidents de CELI. Comment faire? On s'approche de voilà l'incident dans votre signalé dans tel bureau de vote. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut faire quelque chose. Ou bien si la question est plus d'ordre sécuritaire, là il faut voir avec la FOSEP. Et là aussi, tout récemment, la FOSEP a organisé une conférence pour expliquer comment ils vont fonctionner et tout ça. Nous y étions. Et donc, nous sommes aussi en contact avec eux. Dès qu'il y aura un souci, nous allons les approcher. Donc, notre dispositif est qu'il y a un certain nombre de personnes sur le terrain qui font un peu de la veille et qui activent l'alerte pour anticiper, en fait, pour que le risque n'explose pas. Et donc, si vous voulez, notre système aide à réduire le risque de violence. Parce que si des mesures correctives sont prises en amont et très tôt, on n'a plus le droit de parler de violence parce que le problème serait déjà réglé. Mais c'est quand le problème n'est pas réglé que c'est laissé à la main
de tout le monde que oui, le risque peut arriver. Donc, nous, notre dispositif aujourd'hui nous permet quand même de réduire le risque de violence. Maintenant, on n'est pas seul sur le territoire. Il y a d'autres organisations de la société civile, comme la Concertation nationale de la société civile. Vous avez d'autres acteurs comme la CAP, le CACIT, GF2D, CDFDH. Il y en a plein. À l'intérieur même des régions aussi, il y a la dimension humaine. Il y a tous ces acteurs-là. Chacun essaie de contribuer à sa manière. Et donc, la somme de tout ça, oui, va aider à prévenir les violences. Maintenant, j'aime bien dire que le dernier mot ne nous revient pas. Nous sommes de la société civile, mais le dernier mot revient aux acteurs politiques et aux organes de gestion des élections. Parce que nous ferons une partie du travail, mais il faut que eux, ils prennent la relève. C'est pour cela que nous faisons de l'alerte. Eux, ils doivent donner la réponse. Donc c'est là, en ces moments-là, que oui, les préfets seront très sollicités parce que c'est dans leur circonscription qu'il faut apporter des réponses. Les maires seront sollicités, les agents de la CELI seront sollicités, la FOSEP sera très très sollicitée. Les chefs traditionnels également. Voilà, donc chacun est là pour contribuer et on a besoin de tout le monde, ce n'est pas le travail d'une seule personne. Donc voilà un peu comment nous arrivons à gérer. Et donc nous essayons d'apporter notre contribution en informant, en attirant l'attention et aussi en faisant des suggestions. Il nous arrive parfois pour des cas compliqués de proposer des approches de solutions. Maintenant, c'est à l'autorité ou aux acteurs concernés qui peut parfois être des candidats de pouvoir voir qu'est-ce qu'ils veulent faire de notre recommandation. Et c'est peut-être aussi l'occasion de dire que c'est important en ces moments sensibles de mettre à la disposition de la société civile les chargés de communication des candidats. Parce que le candidat même ne sera pas disponible. Et donc, il faut que son équipe puisse être aussi disponible à être en contact avec la société civile qui déjà fait un grand travail sur le terrain, qui déjà est là en contact avec la population et qui a la facilité de pouvoir intervenir. Donc, c'est aussi le moment d'avoir plus de collaboration ou de partenariat entre les candidats et la société civile. C'est souvent un partenariat qui n'est pas souvent, je dirais, effectif, mais pour ces élections de 2020, nous allons les encourager à répondre lorsque nous allons les solliciter, surtout en mettant à notre disposition les contacts de leur chargé de communication ou en tout cas de la personne qui servira de contact pour qu'au moment opportun, on puisse attirer leur attention. Si jamais, par exemple, leur militant, il advenait qu'un des militants ou des militants d'un candidat, je dirais, pose des actes qu'il ne faut pas, qu'on puisse être en mesure de les informer. Il peut y avoir d'autres situations qui nécessitent à ce qu'on rentre en contact avec les candidats. C'est l'occasion pour eux aussi de nous faciliter la tâche en nous mettant en contact avec les personnes qu'il faut. Donc voilà ce que je peux dire sur comment nous gérons ces moments-là. Très sensible en tout cas. Oui, très sensible, ça il faut l'avouer. Et une chose aussi que j'allais oublier, c'est la salle de veille ou la situation room qui souvent en période électorale est déployée, qui permet à ce qu'il y a une équipe qui traite des données qu'enverront les moniteurs. Il y a une autre équipe qui propose en termes d'analyse, qui fait des réflexions. Et puis il y a une troisième équipe que nous appelons la salle de décision, qui est cette salle-là composée de personnalités, de personnes ressources dans différents domaines. Il y a des gens qui sont des juristes, il y a des gens qui sont des experts, des sociologues, parce qu'on a besoin de ces personnes ressources pour qu'au moment où il faut intervenir sur le terrain, qu'eux, ils soient capables de passer le message aux acteurs concernés. Mais pour ça, ce n'est pas n'importe qui doit aller dans la salle de décision. La salle de décision aussi permet de savoir en temps réel qu'est-ce qu'il faut faire face à une situation qui risque de dégénérer. Donc c'est un peu ça aussi un dispositif qui permet de gérer, d'abord de prévenir, mais ensuite de gérer si jamais on n'a pas pu réussir à prévenir. Comme je le dis, il n'est pas évident de prévenir à 100%, mais on peut au moins réduire le risque. Donc voilà aussi un mécanisme que nous avons et que nous aurons à déployer quand nous serons à la veille du scrutin. Et chez nous, ça sera sur 3 jours, le 21, le 22 et le 23. Avant, pendant et après les élections, plus que quelques minutes à passer avec Madame Dadonora Nodiekou, coordinatrice du Wannet. Vous croyez à une élection paisible et sans violence au Togo en 2020?
C'est possible. Et quelle image forte aimeriez-vous voir pour cette élection 2020? D'abord, c'est possible d'avoir une élection pacifique et transparente. Parce que c'est deux choses qui vont nous perdre. Possible parce que chacun des candidats a pris un engagement en disant oui, je vais m'engager pour, en tout cas, je ne vois pas quel candidat est contre la paix ou la crédibilité du processus. Chaque candidat s'y est engagé. Mais deuxièmement, vous avez les organes de gestion des élections aussi qui ont pris l'engagement d'assurer un processus transparent, crédible et pacifique. Déjà sur ça, je me dis, ce sont des promesses qui ont été faites et nous allons veiller à ce que ces acteurs puissent jouer leur rôle. La société civile est déjà en train de faire sa part, mais là maintenant, c'est aux organes de gestion de davantage renforcer leur dispositif pour que, à la fin du processus, qu'ils ne soient pas incriminés, mais plutôt qu'ils en sortent grandis. Et c'est en fait ça aussi la valeur ajoutée d'être à ces postes de responsabilité, d'être fier qu'à la fin que j'ai été utile à quelque chose. Et pour ma part, je crois que ces personnes qui sont là, ces hommes et ces femmes sont assez responsables pour garantir la crédibilité et la transparence du processus. Donc déjà sur ça, parce que je ne vois pas, en tout cas il n'y a pas eu d'avis contraire qui a été affiché, mais plutôt on nous a dit oui, on prendra les dispositions. Et donc pour ça seulement je dis, les promesses faites doivent nous inspirer confiance. Maintenant nous les invitons à respecter cette promesse-là en mettant en place un dispositif de suivi et évaluation pour que tout marche bien. Je sais que ce n'est pas chose facile, ce n'est pas aisé, mais c'est une responsabilité assez. On dira à grand pouvoir, grande responsabilité. Et donc, ils ont accepté. Ils doivent assumer. Ils doivent assumer. Et nous sommes là pour nous assumer aussi de notre côté. Oui. Mais c'est clair que pour eux, c'est encore plus grand, plus lourd comme responsabilité. Et nous croyons qu'ils ont la capacité de pouvoir y arriver. Et le Togo les prendra, en tout cas en témoin, les prendra, je dirais, au mot. Et je pense qu'ils ont en fait à gagner en 8 ans pour avoir un processus transparent et crédible. Ils ont vraiment à gagner. Donc c'est à eux vraiment de veiller à ce que tous les points, tous les aspects du processus ne soient entachés d'aucune irrégularité. Ce n'est pas impossible, c'est pas compliqué. C'est juste une question de volonté et de vraiment être rigoureux dans la gestion des choses. Ça, c'est un premier point. Deuxième chose, pour les, si vous voulez, les acteurs politiques eux-mêmes, les candidats, surtout les 7, là je m'adresse aux 7 candidats, quelle image on veut voir? On veut voir une image de collégialité. Collégialité, de respect mutuel entre les candidats. Que les candidats ne prennent pas leur temps à s'insulter, à se dénigrer. Non, c'est pas ça l'intérêt, c'est pas ça l'objectif des campagnes, ni du processus électoral, ni de la course vers le vote présidentiel. Qu'il y a un respect mutuel, qu'il y a un esprit de tolérance, qu'il y a un esprit de fair play entre les candidats. Et deuxièmement, nous voulons voir les candidats inviter les militants aux actes citoyens et civiques. C'est important de respecter la chose publique, de respecter l'autrui en période électorale. Mais ça, ce travail, c'est pas seulement à nous, c'est pas seulement aux médias, c'est aux candidats d'abord de les faire parce que les militants sont plus proches d'eux. Vous savez, les grands conflits qui ont existé dans le monde, ça a commencé juste avec des choses banales. C'est pour cela que les candidats à la présidentielle de 2020 doivent être rigoureux même dans les détails. Et doivent être vraiment comme des éducateurs en ces moments-là, parce que ce sont des moments où, je l'ai dit, l'émotion prend le dessus. Mais il faut que dans ces émotions-là aussi, qu'on puisse garder un esprit, en tout cas, de lucidité, pour qu'il n'y ait pas des actes, en tout cas, qui va porter atteinte au processus. Et pour ça, chacun doit pouvoir jouer sa partition. Donc, nous voulons voir la collégialité primée. Nous voulons voir le respect mutuel primé. Nous voulons voir les programmes de société. C'est les programmes qu'on veut entendre et non autre chose. Et non des attaques, des insultes, des diffamations. Des programmes de société pour permettre à la population de faire un choix réfléchi, un choix éclairé. C'est important. Voilà.
j'aurais bien aimé qu'on continue, mais le temps, il est contre nous. Mais ce qui est sûr, Madame Dadonora reviendra forcément pour parler peut-être avec l'évolution de la campagne des actes qu'on va constater ici et là. Nous aussi, on va mettre nos yeux pour regarder ce que le WANEP est en train de faire. Madame Dadonora Noviekou, coordinatrice du WANEP, West African Network for Peace Togo, merci d'avoir accepté notre invitation, même si vous avez prié à la va-vite. Merci. Ici, c'est Radio Web Jena, disponible sur le www.radio.jena.info ou alors sur notre chaîne télévision tv.jena.info pour ne rien manquer de toutes nos émissions. C'était l'heure du droit, présenté par Elieric Modeste Kofiatiko. Nous sommes en processus électoral. Nous reviendrons également le week-end prochain, le samedi prochain, pour parler également de notre aspect de la paix, de la tranquillité dans ce processus électoral. Pourquoi pas la protection des enfants lors de ces différents processus électoraux. C'est ici, dans nos studios, depuis Lomé. Merci de nous avoir suivis. La réalisation technique, c'était l'œuvre de Rémi Moupati. Portez-vous bien. À la prochaine. Ciao, ciao.